Il existe une forme de solitude dont on parle peu. Une solitude qui ne vient pas du rejet, ni de la peur, ni du manque d'amour. Une solitude choisie, intime, presque sacrée. Celle qui pousse certaines personnes à préserver leur espace, à fermer leurs portes, à protéger leur monde intérieur avec une attention presque instinctive. Dans une société où la disponibilité constante est souvent considérée comme une preuve d'ouverture, ce besoin de retrait est parfois mal compris. On l'associe à la froideur, à la distance, à l'égoïsme. Pourtant, ce mouvement intérieur révèle bien souvent une sensibilité profonde, une conscience fine de soi et un rapport singulier à l'âme. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles le besoin vital de se retrouver seules pour se sentir pleinement vivantes? Pourquoi l'intrusion, même bienveillante, peut-elle provoquer une fatigue invisible, une saturation intérieure, un déséquilibre émotionnel? Et si ce besoin de solitude n'était pas une faiblesse, mais un signe de maturité psychique? À travers le regard de la psychologie profonde, inspiré des travaux de Carl Gustav Jung, nous allons explorer ces territoires invisibles où se joue l'équilibre intérieur, la relation à l'ombre, la construction du soi et le lent processus d'individuation. Car ce que nous appelons parfois solitude est souvent un dialogue silencieux avec l'inconscient. Un espace où l'âme se réorganise, se régénère et se transforme. Et peut-être découvriras-tu, au fil de cette exploration, que ton besoin de retrait n'est pas un obstacle à la relation, mais la condition même d'un lien plus juste, plus profond, plus authentique. C'est dans cette intimité profonde avec soi-même que naît un rapport très particulier à l'espace intérieur, transformant parfois le simple lieu de vie en véritable sanctuaire psychique. Pour certaines personnes, habiter un lieu ne signifie pas simplement y poser son corps, y ranger ses affaires, y organiser son quotidien. Habiter, c'est s'y déposer intérieurement. C'est y laisser descendre ses pensées, ses émotions, ses silences. C'est y respirer autrement. Leur espace de vie devient alors bien plus qu'un décor. Il devient une membrane psychique, un prolongement direct de leur monde intérieur. Chaque détail y prend une valeur symbolique. Chaque objet est choisi, placé, parfois déplacé, non pour son utilité seule, mais pour la sensation intérieure qu'il suscite. Un coussin, une lumière tamisée, une plante, une odeur familière, une musique presque imperceptible. Tout participe à la construction d'un équilibre invisible. Dans cet espace, le silence n'est pas un vide. Il est une présence. Il enveloppe, apaise, ralentit le flot mental. Il permet à l'âme de se réajuster. Le rythme de la respiration change, le corps se relâche, les pensées cessent de se heurter. Peu à peu, un climat intérieur s'installe, fragile, presque sacré. Cet équilibre ne se voit pas, mais il se ressent dans la qualité de l'attention, dans la clarté de l'esprit, dans la profondeur de la présence à soi. C'est là que l'individu se retrouve, loin des rôles sociaux, loin des attentes, loin des ajustements permanents. Dans une perspective jungienne, ce lieu devient un véritable espace d'individuation. C'est un territoire où la conscience peut dialoguer avec l'inconscient sans bruit parasite. Les images intérieures remontent plus facilement, les symboles prennent forme. Les émotions refoulées trouvent un espace pour respirer. L'âme peut s'y explorer sans se défendre, sans se justifier. Ce sanctuaire permet une forme de descente douce vers les couches profondes de la psyché, là où se tissent les racines invisibles de l'identité. Mais cet équilibre est délicat. Il repose sur une orchestration subtile de sensations, de rythmes et de repères. Lorsqu'une présence extérieure franchit ce seuil, même aimé, quelque chose se déplace. L'air semble soudain plus dense. Les sons prennent plus de place. Le regard se modifie.
Le corps se redresse légèrement, comme s'il devait s'ajuster à un nouveau champ de force. L'attention se déporte vers l'extérieur. Une vigilance s'installe. L'espace, qui était jusque-là un cocon, devient un lieu de relation, avec tout ce que cela implique de mouvement intérieur. Ouvrir sa porte, dans ce contexte, revient à ouvrir une partie de son monde inconscient. C'est laisser quelqu'un entrer dans une architecture émotionnelle patiemment construite. Même si l'intention est chaleureuse, le simple fait d'accueillir provoque un réagencement intérieur. Les pensées changent de trajectoire. Les émotions se mettent en veille ou s'intensifient. Le rythme intime se synchronise à celui de l'autre. Ce déplacement peut sembler imperceptible, mais il agit en profondeur, comme une onde lente traversant un lac immobile. Pour ces personnes, le sanctuaire intérieur est un espace vital. Il ne sert pas à se couper du monde, mais à se retrouver suffisamment pour pouvoir y retourner sans se perdre. C'est dans ce calme que se restaurent les forces psychiques. C'est là que se dissolvent les tensions accumulées. C'est là que l'âme retrouve sa propre tonalité. Chaque intrusion, même douce, y crée un mouvement interne qui demande un effort d'intégration, une réorganisation subtile de l'équilibre intérieur. Dans cette alchimie silencieuse, le lieu devient un miroir de la vie psychique. Plus l'âme est sensible, plus le sanctuaire doit être protégé. Non par peur de l'autre, mais par fidélité à cette nécessité intérieure de cohérence, d'unité et de continuité. Ce refuge n'est pas une forteresse. Il est un espace vivant, respirant, où la conscience se déploie sans contrainte et où l'inconscient peut murmurer sans être couvert par le tumulte du monde. Mais ce besoin de protection intérieure prend encore plus de sens lorsqu'on comprend la nature hypersensible de certaines perceptions invisibles. Il existe des êtres pour qui le monde n'est jamais silencieux, même lorsqu'aucun mot n'est prononcé. Leur perception dépasse les contours visibles. Ils ressentent les variations subtiles qui traversent les lieux, les corps, les regards. Une pièce peut sembler calme, mais pour eux, elle est chargée de micro-signaux. Tensions suspendues, émotions diffuses, attentes muettes. Ce qu'ils perçoivent ne se laisse pas toujours nommer. C'est une sensation globale, une impression dense, une forme de pression intérieure qui s'installe sans prévenir. Un simple changement dans le ton d'une voix suffit parfois à modifier leur état interne. Une posture fermée, un souffle plus court, une hésitation dans un regard, tout est instantanément capté. Leur esprit fonctionne comme une antenne fine, constamment tournée vers l'environnement. Là où d'autres sélectionnent, filtrent, ignorent, ils accueillent tout, sans cloison protectrice. Cette ouverture permanente crée une richesse émotionnelle profonde, mais elle expose aussi à une fatigue invisible, lente, cumulative. Chaque rencontre devient alors une expérience énergétique. Il ne s'agit pas seulement d'échanger des mots ou des idées, mais de ressentir pleinement la présence de l'autre. Accueillir quelqu'un signifie absorber, souvent malgré soi, son état intérieur. Ses tensions s'infiltrent, ses inquiétudes se déposent, ses silences chargés s'impriment. Même la joie, lorsqu'elle est intense, provoque un mouvement intérieur qui demande à être intégré. Rien ne passe sans laisser de traces. Peu à peu, cette accumulation silencieuse crée une saturation. Le corps commence à envoyer des signaux discrets. Une fatigue soudaine, un besoin pressant de retrait, une sensation d'oppression légère, une difficulté à se concentrer. L'esprit, saturé d'informations émotionnelles, cherche instinctivement un espace de décompression. C'est alors que le besoin de solitude surgit, non comme un choix intellectuel, mais comme une nécessité organique. Une respiration profonde de la psyché. Dans ces moments, se retrouver seul permet au système intérieur de se rééquilibrer. Les émotions absorbées se dissipent lentement. Les tensions étrangères se dissolvent.
Le rythme personnel reprend sa cadence naturelle. Ce retour au silence n'est pas un rejet du lien, mais un mouvement instinctif de régulation, comme une mer intérieure qui, après avoir été agitée par de multiples courants, cherche à retrouver sa surface lisse. Cette hypersensibilité façonne une manière particulière d'être au monde. Elle permet une compréhension fine des autres, une empathie profonde, une capacité rare à percevoir l'invisible. Mais elle exige aussi une gestion constante de l'énergie psychique. Sans espace de retrait, cette ouverture permanente devient une source d'épuisement. Le monde, dans sa densité émotionnelle, finit par peser sur l'âme comme un manteau trop lourd. Il ne s'agit pas d'une fragilité, mais d'une intensité. Une intensité qui oblige à inventer ses propres règles de survie intérieure. Là où certains se ressourcent dans le bruit, l'agitation, la présence constante, ces êtres se régénèrent dans le calme, la lenteur, la solitude choisie. Leur équilibre dépend de cette capacité à alterner ouverture et retrait, immersion et repli, échange et silence. Dans ce va-et-vient subtil, la solitude devient un espace thérapeutique. Elle permet de démêler ce qui appartient à soi de ce qui a été absorbé. Elle offre un lieu où les émotions peuvent se déposer sans être sollicitées. Elle restaure la clarté mentale, la stabilité émotionnelle, la sensation d'unité intérieure. Sans ces moments de retrait, la frontière entre soi et l'autre tend à s'effacer, créant une confusion psychique qui fragilise l'identité. Cette perception invisible transforme profondément la manière d'entrer en relation. Chaque présence est ressentie comme un champ vibratoire singulier, chaque interaction comme un échange d'énergie. Dans ce monde sensible, la solitude n'est pas une absence, mais une condition essentielle à la préservation de l'intégrité psychique, une pause vitale permettant à l'âme de retrouver sa propre fréquence. Cette sensibilité extrême rend alors indispensable l'existence de frontières psychiques claires, véritables gardiennes de l'équilibre intérieur. Il existe en chaque être humain des frontières que nul regard ne peut voir, mais que l'âme ressent avec une précision absolue. Ces limites ne sont pas tracées dans l'espace physique, mais dans la texture même de la conscience. Elles délimitent ce qui peut être partagé de ce qui doit rester protégé. Là où certains vivent sans presque jamais percevoir ces seuils, d'autres les ressentent comme des membranes vivantes, sensibles, vibrantes. Chez eux, la frontière intérieure n'est pas un mur, mais une peau psychique, fine, délicate, qui réagit au moindre contact. Ne pas aimer recevoir devient alors un acte de préservation, un mouvement instinctif visant à maintenir l'intégrité de cet espace intérieur. Il ne s'agit pas d'écarter l'autre, mais de maintenir une cohérence interne, une continuité psychique indispensable à la stabilité. Ces frontières sont les gardiennes silencieuses de l'identité profonde. Elles protègent l'espace où l'individu peut exister sans se fragmenter, sans se disperser dans les attentes, sans se dissoudre dans les projections. Dans cet espace intime, les masques tombent. Les rôles sociaux cessent d'opérer. Il n'y a plus de posture à tenir, plus d'image à offrir, plus de présence à ajuster. L'être peut enfin respirer dans sa forme la plus nue. Les pensées ralentissent, les émotions se déposent. Le corps se libère de la tension subtile qu'il maintient constamment face au monde. Ici, l'âme se retrouve dans sa vérité la plus simple, sans avoir à s'expliquer, sans avoir à se défendre. L'inconscient, dans cette dynamique, agit comme un gardien vigilant. Il perçoit ce que la conscience ne formule pas encore. Il sent quand l'exposition devient excessive, quand la présence de l'autre commence à altérer l'équilibre intérieur. Il envoie alors des signaux discrets, une fatigue soudaine, un besoin de retrait, une envie pressante de solitude. Ces messages ne sont pas des refus, mais des alertes protectrices,
destinée à préserver la stabilité psychique. Dans la psychologie jungienne, ces frontières peuvent être comprises comme des seuils entre le moi conscient et les couches plus profondes de l'âme. Elles permettent à l'individu de naviguer entre l'ouverture au monde et la plongée intérieure. Lorsque ces seuils sont constamment franchis, sans respect du rythme propre, l'équilibre s'effrite. L'âme se sent exposée, vulnérable, parfois même dissoute dans la relation. Protéger ses frontières, c'est protéger l'accès au centre. C'est préserver ce lieu intérieur où se construisent la clarté, la cohérence et le sentiment d'unité. C'est dans cet espace que les symboles émergent, que les rêves prennent sens, que les conflits psychiques trouvent un terrain d'élaboration. Toute intrusion non désirée peut perturber ce travail invisible, interrompre ce dialogue silencieux entre la conscience et l'inconscient. Ces frontières ne sont pas fixes. Elles respirent, s'ouvrent et se referment selon les états intérieurs, les phases de vie, les besoins du moment. Mais pour certains, leur sensibilité est telle que la moindre ouverture provoque un mouvement intérieur intense. Le simple fait d'accueillir quelqu'un engage un processus d'adaptation profond, un déplacement subtil de l'énergie psychique. Dans cet équilibre fragile, le retrait devient un geste sacré. Non pas une fermeture, mais une reconnexion. Il permet de restaurer les limites internes, de réaffirmer la souveraineté du territoire intérieur. Il offre à l'âme un espace où elle peut se rassembler, se recentrer, retrouver sa forme propre avant de retourner vers l'autre sans se perdre. Et c'est précisément dans cet espace protégé que la solitude consciente devient un passage essentiel vers la transformation intérieure. Il existe une solitude qui ne ressemble à aucune autre. Une solitude qui ne coupe pas mais qui relie. Une solitude qui n'isole pas mais qui ouvre. Elle ne surgit pas comme un manque, mais comme un appel intérieur. Dans la pensée jungienne, cette solitude consciente devient un passage initiatique, un seuil que l'âme franchit lorsqu'elle ressent le besoin de se rencontrer elle-même au-delà des rôles, des identités sociales et des masques forgés par l'adaptation. Lorsque le bruit extérieur s'apaise, une autre voix peut enfin se faire entendre, plus lente, plus profonde, souvent plus troublante. C'était la voix de l'ombre. Cette part refoulée de la personnalité, faite de désirs inavoués, de peurs anciennes, de colère étouffée, de fragilité dissimulée, ne se révèle jamais dans l'agitation. Elle attend les instants de retrait, les espaces de silence, les zones d'ombre intérieure pour émerger à la conscience. Dans la solitude, l'ombre cesse d'être une menace diffuse et devient un territoire d'exploration. Les émotions longtemps contenues remontent doucement. Les contradictions internes apparaissent sans filtre. Les conflits psychiques se dévoilent dans leur complexité. Ce qui était repoussé, nié ou ignoré réclame soudain une place. Ce mouvement peut être déstabilisant. Il confronte l'individu à des aspects de lui-même qu'il aurait préféré maintenir hors champ. Pourtant, c'est précisément dans cette confrontation que commence la transformation. Le silence agit alors comme un alchimiste invisible. Il dissout les résistances. Il ouvre les espaces intérieurs. Il permet aux symboles de surgir. Une image, un souvenir, un rêve, une sensation corporelle deviennent porteurs de sens. L'inconscient parle dans son langage propre, fait de métaphores et de résonances. La solitude consciente offre le cadre nécessaire pour écouter ces messages sans les réduire, sans les rationaliser trop vite, sans les fuir. Dans cet isolement choisi, l'âme engage un dialogue intime avec elle-même. Elle explore ses zones de lumière et d'obscurité. Elle traverse ses paradoxes. Elle apprend à reconnaître ses élans et ses résistances.
Ce processus, lent et parfois inconfortable, participait à l'individuation, ce mouvement par lequel l'être cesse progressivement de se définir uniquement à travers les attentes extérieures pour se rapprocher de sa nature profonde. Chaque moment de solitude devient alors un pas supplémentaire vers une conscience élargie. Les oppositions internes commencent à se réconcilier. Les fragments de soi longtemps séparés se rapprochent. Ce qui était vécu comme des contradictions se révèle être des polarités complémentaires. L'individu découvre que sa complexité n'est pas un défaut, mais une richesse. Que ces zones d'ombre ne sont pas des ennemis, mais des réservoirs d'énergie psychique en attente d'intégration. Ce chemin intérieur ne peut être parcouru dans la dispersion. Il exige une présence pleine, une attention fine, une disponibilité intérieure. La solitude consciente crée cet espace-temps singulier où l'âme peut s'immerger dans ses profondeurs sans être interrompue. Elle permet de ralentir suffisamment pour ressentir ce qui, habituellement, reste couvert par le bruit du monde. Celui qui protège ces instants de retrait protège en réalité un processus vivant, fragile, essentiel. Il veille sur la lente métamorphose de son être. Il honore ce mouvement intérieur qui cherche à relier le conscient et l'inconscient, la lumière et l'ombre, l'identité sociale et la vérité intime. Dans ce silence habité, quelque chose se réorganise, se réajuste, se transforme, ouvrant progressivement, on la voie vers une présence plus unifiée, plus authentique, plus vaste. Pourtant, ce chemin solitaire ne conduit pas à l'isolement affectif, mais ouvre paradoxalement à des liens d'une profondeur rare. Il existe un paradoxe silencieux chez certaines âmes. Plus leur capacité d'aimer est profonde, plus leur besoin de retrait est grand. Elles ressentent intensément les liens. Elles s'investissent avec sincérité. Elles s'ouvrent sans calcul. Leur attachement n'est jamais superficiel. Lorsqu'elles entrent en relation, c'est avec tout leur être. Leur écoute est réelle. Leur présence est entière. Leur empathie est spontanée. Elles perçoivent les nuances, les fragilités, les non-dits. Elles accueillent l'autre dans sa complexité, mais cette intensité relationnelle a un prix. Chaque lien mobilise une grande quantité d'énergie psychique. Chaque échange profond sollicite leur monde intérieur. Chaque émotion partagée résonne longuement en elles. Leur capacité d'amour est vaste, mais elle n'est pas inépuisable. Lorsqu'elles sont trop sollicitées, trop exposées, trop immergées dans la relation, quelque chose commence à se disperser à l'intérieur. Leur clarté diminue, leur stabilité vacille, leur présence devient fragmentée. Elles sentent alors apparaître une fatigue particulière, différente de l'épuisement physique. Une lassitude émotionnelle, un brouillard mental, une sensation de saturation subtile. Ce n'est pas l'autre qui fatigue, mais l'effort constant d'ajustement, de compréhension, de disponibilité intérieure. Car aimer, pour elle, signifie ressentir. Et ressentir intensément exige une grande dépense d'énergie psychique. Dans ces moments, le retrait devient un réflexe vital. Non pour se couper du lien, mais pour le préserver. Se retirer, c'est restaurer l'espace intérieur nécessaire pour aimer à nouveau pleinement. C'est retrouver la cohérence interne qui permet d'offrir une présence sincère plutôt qu'une attention mécanique. C'est se recentrer afin de ne pas transformer la relation en obligation, en contrainte, en performance affective. Lorsqu'elles se préservent, leur qualité de présence se transforme. Leur écoute s'approfondit. Leur regard devient plus clair. Leur parole retrouve sa justesse. Leur attention cesse d'être divisée entre l'autre et la lutte intérieure pour tenir. Elles peuvent alors aimer sans tension, sans épuisement, sans se perdre dans l'effort. Leur retrait prépare une rencontre plus authentique,
Ce paradoxe relationnel est souvent mal compris. Le besoin de solitude est parfois interprété comme un désintérêt, un détachement, une distance affective. Pourtant, il naît précisément d'un attachement profond. C'est parce qu'elles tiennent à la relation qu'elles refusent de l'habiter depuis la fatigue. C'est parce qu'elles respectent le lien qu'elles choisissent de s'en éloigner temporairement. Leur retrait n'est pas un abandon, mais un soin porté à la qualité du lien. Elles savent intuitivement que l'amour ne peut pas se nourrir de tensions permanentes, qu'il a besoin d'espace pour respirer, que la proximité constante, lorsqu'elle dépasse les capacités intérieures, finit par appauvrir la relation. En se retirant, elles permettent au désir de présence de renaître, à la joie de la rencontre de se renouveler, à l'élan relationnel de rester vivant. Dans cette dynamique, la solitude devient une chambre de régénération affective. Elle restaure la capacité d'ouverture. Elle purifie les émotions accumulées. Elle permet de déposer les charges invisibles absorbées dans les échanges. Peu à peu, l'espace intérieur se clarifie. L'énergie psychique se réorganise. Le besoin de lien réapparaît, non comme une exigence, mais comme un élan spontané. Ainsi, aimer passe parfois par le retrait. Non pour s'éloigner, mais pour revenir plus présent. Non pour rompre le lien, mais pour le nourrir autrement. Ce mouvement intérieur, subtil et souvent invisible, témoigne d'une maturité affective rare. Celle qui comprend que l'amour véritable ne consiste pas à être constamment disponible, mais à être profondément juste dans sa présence. Car au cœur de ce paradoxe relationnel se cache une vérité essentielle sur l'amour, l'équilibre et la fidélité à soi-même. Il arrive un moment dans le parcours intérieur où l'on comprend que préserver son espace n'est pas se couper du monde, mais apprendre à y entrer sans se perdre. Où l'on découvre que la solitude choisie n'est pas un refuge contre les autres, mais un retour vers soi. Dans ce silence protégé, l'âme retrouve son souffle. Elle se libère des tensions invisibles, des attentes intériorisées, des ajustements permanents. Elle se rappelle sa propre musique, son propre rythme, sa propre vérité. Et dans cet espace intérieur restauré, la relation change de nature. Elle devient plus consciente, plus juste, plus sincère. Car aimer ne signifie pas s'oublier. Être présent ne signifie pas s'épuiser. Offrir sa disponibilité ne signifie pas se trahir. Il existe une sagesse profonde dans la capacité à reconnaître ses limites, à écouter ses besoins, à honorer son rythme intérieur. Celui qui apprend à se respecter ouvre la voie à des relations plus authentiques. Il ne cherche plus à combler, à prouver, à répondre aux injonctions invisibles. Il offre une présence enracinée, stable, nourrie par la cohérence intérieure. Il devient capable d'aimer sans se dissoudre, de donner sans se perdre, de rencontrer sans s'abandonner. Peut-être que la véritable maturité émotionnelle commence ici, dans cet équilibre délicat entre ouverture et protection, entre relation et solitude, entre présence au monde et fidélité à soi. Et si, au lieu de juger ton besoin de retrait, tu apprenais à l'écouter? Et si, dans ce silence que tu recherches, se cachait la clé de ton apaisement, de ta clarté et de ta transformation intérieure? Car ce n'est pas en fuyant le monde que l'on se trouve, c'est en osant, parfois, s'en retirer pour mieux y revenir.